Ce programme vous est présenté par SPV Assurance. Plus de vie dans l'assurance. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Smart Assure. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander, eh bien on en parle aujourd'hui dans Smart Assure avec Cédric Pironneau. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci d'être là, de m'accompagner dans ces numéros de Smart Assure. Vous êtes le cofondateur de SPV, auteur d'un livre justement sur l'assurance, idées reçues sur l'assurance. Commençons par le début. On va parler prévention. Quels sont les 3 messages que vous souhaitez faire passer aujourd'hui sur ce sujet ? Alors, la prévention, le vrai sujet de la prévention, et il va se décliner sur 3 idées, c'est 1, la temporalité. Prévention aujourd'hui, bénéfice quand ? 2, la mesure. C'est j'investis X, je retombe sur mes pattes dans combien de temps ? Et puis 3, ça revient à ça, c'est l'exploitation de cette donnée. C'est comment est-ce que je vais pouvoir la travailler pour la rendre efficace. Donc l'efficience d'une politique de prévention. La temporalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas de visibilité, c'est compliqué à mesurer, et on agit, mais on est en fait un peu dans le brouillard, on agit en aveugle en quelque sorte. Et oui, et encore plus quand on est une complémentaire santé. Ben oui. Parce que en fait, la vraie donnée, elle est à la sécurité sociale. Nous, on arrive en 2e rideau. On a très peu de données. Il faut savoir qu'on est dans un système de protection de la donnée de l'assuré. C'est très réglementé. De l'assuré, ce qui est très bien. Mais en même temps, ce qui fait qu'on a du mal à mesurer nos politiques. C'est-à-dire que quand on lance une politique de prévention, le papillomavirus, le dépistage du cancer, l'ostéopathie, versus l'acte de chirurgie ou l'acte de médecine, quel est le véritable retour sur investissement ? C'est très compliqué à mesurer. Et puis le retour sur investissement, c'est la mesure. Et là, en fait, on s'aperçoit que c'est compliqué parce que des campagnes, je ne sais pas, sur l'alimentation, qui est un élément très, très à la mode aujourd'hui, qui prend le plat, qui ne le prend pas, quel effet ça a sur l'un et pas sur l'autre. Enfin, il faut des études médicales très approfondies sur ce sujet. Et dans le temps, et dans la durée. Et dans la durée, parce qu'évidemment, on se rend bien compte que le retour, il n'est pas demain matin. Ça va prendre beaucoup de temps. Alors après, on voit quand même que les grandes politiques publiques ont eu des effets, notamment toute la partie dentaire. Lavez-vous les dents, rappelez-vous ces campagnes qui ont quelques années maintenant, mais on sait qu'aujourd'hui, le dentaire, c'est lié directement à l'état général de la santé de l'individu. Et donc, si on traite bien le dentaire, on traite l'individu. Mais pourquoi c'est important, pour autant, de faire un focus, comme on le fait aujourd'hui dans cette émission Smart Assure, sur la prévention ? Parce que les Français, et on a tous conscience qu'il faut prévenir le risque. En même temps, on se dit, mais alors qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais concrètement ? Ouais. Et puis, est-ce que vraiment je vais avoir un retour de ces choses-là ? Il faut savoir que les contrats, par exemple, d'assurance médicale, d'assurance santé, ont des actes de prévention obligatoires dans leur garantie. Vous pouvez m'en citer un ? Non, aucun. Personne ne le sait. C'est vrai. Et quel retour on en a ? Aucune idée. Mais ça veut dire que c'est pas mis suffisamment en avant par le souscripteur, par l'assureur. C'est quelque chose qu'il met un peu de côté, dont il sait pas trop quoi faire. Moi, je pense surtout qu'il y a un manque de discussion entre le public et le privé. Et que si on veut que le privé, la complémentaire, qui est vraiment un objet essentiel de l'acte médical... Ça représente la majorité du remboursement, faut le dire. Mais pour ça, on a besoin d'un retour du public qui puisse nous donner de la donnée, de l'information, et qu'on puisse nous la relayer. Donc, il nous reste un peu moins d'une minute, mais l'idée quand même de ce que vous soulevez, c'est qu'il faut revoir la loi, il faut repenser la loi et permettre un peu plus de liens, de passage de data entre le public et le privé. Oui, très clairement. On est vraiment aujourd'hui dans un système qui est, encore une fois, dans la protection de l'assuré, mais tel qu'au bout d'un moment, on ne travaille pas cette donnée. Et ça, c'est quand même un vrai dommage. On passe à côté d'un élément, d'un levier essentiel qui permettrait de réduire la facture médicale et puis d'améliorer la condition physique des gens. Quelques mots, il y a quand même un acteur central. On pense à la Sécu avec ses campagnes évidemment nationales, télévisuelles, même par courrier. Mais il y a l'entreprise aussi qui joue un rôle important sur la prévention. Elle a un rôle à jouer, l'entreprise. Alors c'est pareil, elle a un rôle à jouer, elle en a conscience, mais elle se dit, est-ce que ce que je fais est vraiment efficace ? Alors, bon, il y a quelque chose. Il y a notamment sur les troubles musculo-squelettiques, la posture en entreprise, la posture sur le lieu de travail. Bon, c'est des choses qui fonctionnent. Les campagnes de vaccination, oui, mais bon, c'est un peu court terme, quoi. Donc, et on va en parler évidemment tout au long de ce numéro avec vos invités, on peut donc aller beaucoup plus loin sur ce sujet. On peut aller beaucoup plus loin. Moi, je voudrais qu'on ouvre les états généraux de la prévention et qu'on mette autour de la table les assurés, les médecins évidemment, et les acteurs complémentaires et l'État.
et l'État. Merci Cédric Pironneau, parce que c'est un petit coup de poing sur la table que vous mettez sur cette question de la prévention, et on va le découvrir évidemment tout au long de cette émission Smart Assure avec de nouveaux invités qui vont évoquer tous ces sujets, et on découvre notre invité suivant. J'accueille Arnaud Courlouer. Bonjour Arnaud. Vous êtes Arnaud, manager actuariat chez Seabird, cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des fonctions finances, l'actuariat, les risques et opérations des acteurs de l'assurance. On va parler prévention avec vous Arnaud Courlouer. D'abord, commençons par le début. Est-ce qu'il faut distinguer la prévention primaire de la prévention secondaire déjà? Commençons par le début. Bonjour d'abord. Donc effectivement, tout à fait, on va distinguer dans le domaine de la santé deux types de prévoyance. La prévention primaire qui a pour objet d'intervenir avant la survenance d'une maladie. Donc on va rencontrer tous les sujets qui sont liés à la nutrition, à la pratique du sport, à l'incitation à ne pas consommer de substances qui peuvent entraîner de la dépendance. Et depuis le Covid aussi, tous les sujets qui sont liés aux risques psychosociaux. Oui. Ça, c'est la prévention primaire ou on lie les deux, primaire et secondaire? Ça, c'est vraiment la prévention primaire, avant la maladie. Et après, on a la prévention secondaire, qui, elle, intervient une fois qu'une maladie est survenue, pour essayer d'en diminuer les impacts pour la personne qui subit cette maladie. Et on verra par la suite, en fait, comment on peut mesurer ou non les effets de ces différentes préventions. Mesurer ou non, parce que c'est toujours très compliqué, on y reviendra à la fin de notre échange, mais c'est toujours compliqué de mesurer. D'abord, les intérêts financiers pour le contributeur. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 contributeurs à la prévention potentielle. L'assureur, l'État, et au milieu de ça, l'entreprise, puisqu'aujourd'hui en France, les systèmes d'assurance passent bien souvent par la santé collective ou la prévoyance collective. Donc, du point de vue de l'assureur a plutôt une relation court-termiste avec l'assuré, parce que chaque année, un contrat d'assurance peut être transféré d'un assureur à un autre. Et donc, d'un point de vue strictement des équilibres techniques, donc d'un point de vue économique, l'assureur aura un intérêt limité à une action de prévention. Pourquoi? Puisque les effets de la prévention primaire sont plutôt des effets à moyen terme ou long terme. Donc on arrive à l'État, au pouvoir public et à l'employeur. Exactement. Eux ont un intérêt. Tout à fait. Donc à l'opposé, on a effectivement l'État qui, lui, a une relation à long terme à travers le financement de la santé sur toute la vie des Français, à travers la retraite. Et donc l'État a vraiment un intérêt, lui, à faire des actions de prévention. Et on connaît bien, par exemple, les campagnes de détection des cancers du sein pour la femme, du cancer colorectal pour les hommes, qui sont obligatoires. Et j'oublie une chose, pour les assureurs, ce qui est aussi un frein, c'est qu'il n'a pas de données détaillées sur la santé de ses assurés, liées à la politique de confidentialité sur les données de santé. Clairement. Et il n'a aucun pouvoir d'obligation vis-à-vis des assurés. C'est un autre frein sur la mise en place de cette prévention primaire sur ces points de vue-là. Donc l'assureur a des contraintes. Je vous pose la question de fond, parce que c'est vrai qu'on se pose tous la question, est-ce qu'on peut mesurer les effets de cette prévention? On a commencé par expliquer que si on mangeait bien à la cantine, que si on faisait du sport, parfois les entreprises d'ailleurs proposent de très bons repas et proposent même du sport. On peut mesurer ou pas? Oui. Je vais répondre à votre question, mais tout à l'heure j'ai oublié de parler de l'entreprise. Elle est au milieu de ce dispositif entre l'assureur et l'État. Et finalement, elle a un intérêt parce qu'elle a une relation cette fois à moyen terme avec l'assuré. Et elle finance le coût de la complémentaire santé. Elle finance aussi le coût des arrêts de travail. Bien sûr. Et on sait que l'arrêt de travail peut aussi avoir des impacts en termes de désorganisation de l'entreprise. Donc l'entreprise, elle, a un vrai intérêt à mettre en place des actions de prévoyance, soit par elle-même, soit par l'intermédiaire de l'assureur. Mais donc, c'est le 3e maillon de la chaîne qui est important dans ce mécanisme. Je vous la repose autrement. On peut mesurer ou pas? Parce qu'on sent que c'est difficilement mesurable. Alors, on peut mesurer une action de prévention de manière très isolée, théoriquement. En revanche, estimer l'impact d'une action de prévoyance, d'une action de prévention qui est mise en place dans une entreprise, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que l'action de prévention va être très dépendante des personnes qui vont accepter cette action de prévention. De plus, il peut souvent y avoir des effets qui sont cumulés entre différentes actions. Et en plus, les résultats sont souvent à moyen terme et long terme. Donc ça, c'est pour la prévention primaire. En 20 secondes,
quand on pratique la prévention, et ça se développe de plus en plus dans les entreprises, pas seulement dans la Sécu et les pouvoirs publics, c'est quoi? C'est d'abord de la marque employeur, c'est de l'image? En fait, pour les assureurs, aujourd'hui, effectivement, c'est un phénomène de société qu'il faut suivre, qui permettent aux assureurs aussi de se différencier, puisque les contrats santé sont de plus en plus, se ressemblent de plus en plus depuis la mise en place du 100% santé. Et donc, ces actions de prévention, aujourd'hui, elles sont en plus très demandées par les assurés, puisqu'une enquête a montré que 81% des assurés pensent que les assureurs doivent participer au financement de ces actions de prévention. Merci Arnaud Corlouer de nous avoir éclairé sur cette, à la fois cette volonté et cette difficulté de mesurer les effets de cette prévention manager actuariat chez Cyber. Merci d'être venu dans Smart Assure. Tout de suite, notre prochain invité, Éric Vétillard. Bonjour Éric, ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur général délégué chez SPVie Assurance. On parle prévention. Et vous aviez 3 sujets majeurs et le premier que vous souhaitiez mettre en exergue, c'est la stratégie de la Sécu. Dites-nous tout. Bonjour Arnaud. Bonjour. Oui, tout à fait. On a eu un budget de la sécurité sociale qui a fait beaucoup débat il y a quelques mois. Et effectivement, une fois de plus, malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y avait une contradiction majeure dans la stratégie de la sécurité sociale. C'était quelque part d'alléger son budget. Tout simplement. Ça c'est vieux comme la Sécu, j'allais dire. Oui, tout à fait, ouais. D'alléger son budget, mais aux dépens des complémentaires santé, puisqu'il y a des reports de charges récurrents qui font que effectivement la charge des complémentaires santé s'alourdit. Et avec une injonction de l'État qui veut dire limiter le prix des mutuelles pour les citoyens, ce qui est tout à fait logique. Mais on a là une contradiction majeure et qui démontre une volonté assez faible finalement de partager ensemble, avec l'ensemble des acteurs, les sujets majeurs pour nos concitoyens et pour la santé. La charge donc, une partie de la charge, du report de charge sur les épaules des complémentaires. Tout à fait. Pour le dire très directement. 150 millions d'euros tout simplement prévus pour l'exercice en cours. Et sans pouvoir le reporter directement, ou en tout cas complètement sur, évidemment, le montant des cotisations. Vous nous dites donc qu'il n'y a pas une véritable volonté du gouvernement de travailler, je dirais, les yeux dans les yeux, d'égal à égal avec les complémentaires. Oui, ou la main dans la main, je dirais plutôt. Effectivement, puisque par ailleurs, on voit qu'il y a eu un affichage, je dirais presque un peu marketing de la sécurité sociale sur le sujet de la prévention qui nous occupe aujourd'hui. C'est vrai. Puisque il a été prévu un système dit aux âges clés de la vie des citoyens. La visite. Voilà, exactement, la visite à 25, 45, 65 avec un objectif de prévention. Mais qui est assez aujourd'hui vide de sens et de moyens, puisque ça consiste en une consultation chez le médecin où vous allez aborder des sujets, certes de prévention, mais aujourd'hui, rien n'empêche un citoyen d'aller voir son médecin et il sera remboursé quand même plutôt globalement assez bien entre la sécurité sociale. Sans passer par exactement, les 25-45 ? Exactement, par un système qui a priori, a quand même assez peu de chances de rencontrer des résultats. Mais vous dites, ça part d'un bon sentiment, mais ça ne suffit pas, cette visite chez le médecin sur la prévention. On est dans l'affichage, là. Exactement. C'est pour ça que je parle un peu de marketing. Ça occupe le terrain. Mais est-ce que ça répond vraiment à un besoin majeur qui est la prévention ? Parce qu'on sait que ça a une efficacité quand même assez importante après le déroulé de la vie et puis la survenue ou pas de maladies. Et donc on peut considérer, en tout cas, que c'est un peu léger par rapport à l'enjeu pour nos concitoyens. Et vous avez des mots assez durs, de l'affichage et du marketing. Oui, tout à fait, puisque... Ou de la communication, pour le dire. La communication, oui, mais la communication qui pourrait être intéressante, parce que mettre en avant les sujets de prévention, c'est un sujet de communication aussi, mais ça ne doit pas se limiter à un sujet de communication un peu vide de sens. C'est surtout un sujet de santé publique. Le rôle clé de la donnée, on en parle, mais alors très régulièrement dans cette émission, l'IA, la donnée, les data. Là aussi, vous êtes dans un univers ou un espace très contraint, en fait. Oui, tout à fait. On sait que ça, c'est assez culturel, mais qu'on a une volonté des gens assez peu ouverte sur le partage de la donnée, en particulier la donnée médicale, on peut le comprendre. Néanmoins, pour des raisons d'information personnelle, c'est ça la réalité. Oui, exactement. Et ça, on sait qu'il y a un frein qui est lié aux personnes elles-mêmes. C'est pas une volonté très forte des gens de partager leurs données de santé.
On peut le comprendre, hein. Encore une fois, c'est quand même des données importantes pour tout le monde. Néanmoins, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les progrès de la médecine, de la recherche, etc., en croisant la force de l'utilisation de la donnée et les modèles prédictifs, puisque la prévention, c'est du prédictif. C'est exactement ça. Donc là, on se dit on pourrait faire de la médecine prédictive. Exactement. Et là, on serait vraiment dans l'enjeu de prévention et au-delà de méthodes un peu gadget qui ne rencontreront pas forcément de résultats. Encore une fois, la force de l'intelligence artificielle sur d'autres sujets que la médecine, on voit que ça commence à prendre une ampleur absolument démente et il faut que ça puisse être utilisé de façon vertueuse, en particulier pour un sujet aussi important que la santé publique et la prévention. Donc nous sommes finalement qu'au balbutiement d'une stratégie de santé prédictive ou de médecine prédictive. Tout à fait, et au balbutiement, mais qui nécessitera une étape fondamentale qui est le partage des données et de la volonté de travailler la main dans la main entre l'État et les complémentaires sur ces sujets-là. La main dans la main, et les yeux dans les yeux aussi. Hein. Tout à fait. Merci Éric Vétillard d'être venu nous rendre visite, directeur général délégué de SPVie Assurance. Merci d'être venu, et puis on découvre notre prochain invité, évidemment toujours bien sur les sujets de prévention. Et notre nouvel invité dans Smart Assure pour parler prévention, j'accueille Philippe Drapier. Bonjour Philippe. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général de Carte Blanche Partenaire. Vous avez peut-être vu ce petit logo chez les opticiens. Carte Blanche, c'est un réseau de santé. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors Carte Blanche, c'est une entreprise de réseau de soins. Ses clients sont des assurances complémentaires santé et des courtiers d'assurance. Et Carte Blanche organise un réseau de professionnels de santé, principalement d'opticiens, d'audioprothésistes et de dentistes, et négocie avec eux des conditions, des tarifs préférentiels pour des équipements de qualité. Et c'est les 12 millions de bénéficiaires de Carte Blanche ensuite qui peuvent en bénéficier à travers leur mutuelle. Ce qui leur permet d'avoir donc des réductions, parce qu'on sait que c'est un coût élevé. Exactement. L'optique et l'audioprothèse. Tiens, parlons prévention de l'optique, parce que c'est intéressant. L'optique, c'est souvent, on va chez l'opticien, on est malade, on prend des lunettes. Là, on parle de prévention en optique. C'est quoi, ça ? Alors, la prévention en optique, là, on est plus sur des choses de court terme. En fait, il y a beaucoup de technologies dans les équipements de lunettes. Et entre une bonne paire de lunettes avec des verres de bonne qualité, des verres qui sont adaptés au mode de vie et l'inverse, la personne qui aura le bon équipement, il sera un peu moins fatigué et il aura une vue qui va un peu moins décroître. Donc au fil du temps, ça compte quand même. Par ailleurs, il y a des choses importantes qui sont quand même le dépistage. On essaie de mettre en ligne des outils de dépistage. On s'intéresse aussi beaucoup à la téléconsultation, qui aujourd'hui commence à être une vraie réponse pour l'optique aussi. Hein. Oui, pour l'optique aussi, une vraie réponse aux déserts médicaux qui touchent aussi les ophtalmologues. Et ça permet aussi quand même de dépister des maladies graves, parce qu'il n'y a pas que la correction de l'œil, mais aussi tout ce qui est cataracte, glaucome, etc. Même sujet, Philippe, pour le dentaire et les audioprothèses. Là aussi, parce qu'on ne le dit pas assez, on peut mener des vraies actions de prévention en amont, avant d'aller soigner. Alors là, effectivement, on est sur des choses en dentaire et en audio à beaucoup plus long terme, parce qu'on va se battre là contre la dépendance. En audio, vous savez qu'une mauvaise audition conduit à l'isolement social, conduit à la dépendance, à une aggravation de la survenance de dépendance. Donc notre rôle, c'est déjà de faire un peu de prévention, d'expliquer que l'environnement dans lequel on vit est nocif, il faut faire attention, et par ailleurs, pour les gens qui sont équipés d'audioprothèses, de les pousser à faire des révisions, à les vérifier, que l'équipement est performant. Oui, parce que Philippe, il y a un caractère inéluctable dans les sujets dont on parle. C'est-à-dire quand on a une baisse d'audition, je veux dire, c'est pas comme une maladie qu'on peut soigner et on revient à zéro. Mais ça progresse. On peut limiter effectivement en étant vigilant sur la qualité de l'équipement et sur l'entretien. Pareil en dentaire, oui, c'est important. Plus. Mais oui. En dentaire, il y a la règle des Japonais, c'est le 80-20. À 80 ans, il vous faut encore 20 dents. Pourquoi il vous faut 20 dents ? C'est pour mastiquer, pour manger des protéines. Et la protéine, l'afflux de protéines qu'on a plus naturellement, empêche la survenance de la dépendance. Donc si on ne va pas par là, on favorise le terrain de dépendance. Donc sauver nos dents, c'est la garantie, en tout cas selon les Japonais, d'allonger sa durée de vie. C'est aussi selon l'Union française bucco-dentaire. C'est ça, pour tout le monde. Ils nous conseillent là-dessus et ils conseillent quand même assez fortement d'avoir une très bonne dentition et de suivre ça de très près. Oui, bien sûr. Ils ont de très bons outils qu'il faut vraiment regarder. L'alimentation carnée et le pain notamment. Exactement, on a besoin tout ce qui est protéines. Les protéines. Et on en revient à un sujet finalement très récurrent et qui est un peu le fil rouge de cette série d'émissions Smart Assure, c'est la relation
prévention et le débat autour de la donnée, de la data. C'est compliqué. C'est de l'or, mais c'est compliqué. Alors, compliqué. On comprend la contrainte autour de la sécurité et de la confidentialité. Il n'y a rien à dire. Et on s'y astreint de bonne grâce, on va dire. Donc le respect de la vie, la vie privée. Voilà. Et puis de la sécurité donnée. On est dans un monde de cyberattaques permanent. Donc il faut que le truc soit un peu blindé. On respecte ça. Néanmoins, on est un peu frustré. Parce qu'une bonne prévention, c'est la prévention où on envoie la bonne info à la bonne personne au bon moment. Si on ne sait pas le faire... on arrose très large. On arrose très large, ça ne sert à rien. C'est ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui, on retombe dans des problèmes de rentabilité. Moi, je voudrais qu'on arrive à une notion de fair deal avec les assurés. Pour votre bien à vous, donnez-nous un consentement pour qu'on puisse vous adresser au bon moment. Au bon moment, des informations qui vous concernent, qui sont liées à votre situation. Là, on en est loin. Hein. On en est très loin encore. Mais bon, ça n'empêche pas de le demander. Exactement. Merci Philippe Drapier de nous avoir rendu visite, directeur général de ce réseau de soins, vous l'aurez compris, dentaire et audioprothèse et optique. Optique aussi, oui. Optique avec le petit logo, si vous avez chez votre opticien. Et pas que, plein d'autres. Et pas que, et plein d'autres services qui permettent à ceux qui ont ce réseau, qui sont dans ce réseau, bénéficier de réductions avantageuses, si j'ai bien compris. Merci de nous avoir rendu visite, vous en êtes le directeur général. La suite de notre programme, beaucoup. Smart Assure, avec un nouvel invité, évidemment, pour parler prévention. J'accueille Philippe Sterlingo. Bonjour Philippe. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors vous êtes ostéopathe et vous êtes... Je suis avant tout ostéopathe. Avant tout ostéopathe, je tenais à le préciser. Et vous êtes à la tête du syndicat français des ostéopathes, le SFDO. Et on va parler prévention. On va parler de votre métier finalement. Est-ce que l'ostéopathie vise à préserver notre état de santé? Vous allez me dire oui. Oui, clairement, et la santé est définie par l'OMS comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc typiquement, on est vraiment dans ce spectre-là. Et l'ostéopathie, c'est vraiment un bel outil de prévention. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une discipline, c'est une médecine qui est sans danger, sans risque. Donc le rapport bénéfice-risque, il est toujours très très bon en fait. Deuxièmement, parce que les ostéopathes ont ceci particulier qu'ils examinent l'ensemble du patient, des pieds à la tête. C'est holistique, quoi. On est sur la globalité de l'être. C'est global, c'est systémique, c'est complexe. Il y a plein de qualificatifs. Devant, derrière, en haut, en bas, l'intérieur, l'extérieur, avec une palpation souvent un peu fine, on peut voir les tensions profondes chez le patient. Et du coup, c'est extrêmement intéressant parce que on peut voir ainsi des dysfonctionnements qui ne sont pas forcément symptomatiques au moment où on reçoit les patients. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est non seulement bon pour le corps, ça me permet de se tenir bien quand on est au bureau, ça c'est un vrai sujet, mais en fait, vous nous dites qu'à travers, par exemple, une demande d'un patient, vous allez aussi, en allant un peu plus loin, lui dire attention, parce qu'il y a autre chose là que vous n'avez pas vu. C'est ça, c'est que le patient vient souvent avec une demande, mais on l'examine totalement, comme je viens de le dire, et du coup, on va identifier d'autres régions qui dysfonctionnent dans le corps, et on va pouvoir alerter le patient. Et ça a un gros intérêt, c'est que le patient, tout d'un coup, il prend conscience qu'il n'y a pas que le petit bobo dans le dos qui est présent, mais il y a peut-être autre chose qui est déréglée. Et puis, c'est une façon aussi de lui permettre de donner un peu du sens à son fonctionnement, à comprendre peut-être pourquoi aujourd'hui il vient, parce qu'il a mal là. Et du coup, il y a une vertu éducative qui est absolument intéressante. D'ailleurs, souvent, les ostéos vous disent, maintenant, si tu as mal au genou, c'est qu'en fait, ça démarrait de la cheville, ou inversement, ton foie est déréglé et tu peux avoir un souci. Enfin, exactement. Et c'est là où on voit la complexité de notre corps. C'est ça. Vous venez pour un mal de dos, et puis ça peut se terminer au niveau du rachis cervical, du pied gauche, du foie, comme vous le dites, du côlon, des dents, et c'est tout le corps. Revenons à des sujets alors là qui vont intéresser le président du syndicat français des ostéopathes, c'est évidemment l'organisation du système de soins. Est-ce qu'il y a un manque de coopération entre les pouvoirs publics et les complémentaires sur cette question-là, justement? Parce qu'il y a eu un débat sur les ostéopathes. J'ai un peu envie de dire que tout le monde se renvoie à la patate chaude, mais le monde des organismes complémentaires d'assurance maladie a ceci de particulier pour nous, c'est que c'est eux qui financent les soins d'ostéopathie. Aujourd'hui, 2/3 de nos patients ont une prise en charge, c'est-à-dire peuvent demander à être Seulement remboursés. 2/3 ? Seulement 2/3. Non mais je m'autorise, c'est pas 100% des mutuelles. C'est pas 100% des mutuelles, c'est pas 100% des contrats. Et donc 2/3 de nos patients peuvent demander un remboursement d'une partie de la consultation ostéopathique auprès de leur assureur. D'une partie ? Oui, en général, la médiane, c'est à peu près 50% du prix de la consultation. C'est considéré comme un luxe ? Paradoxalement, non. Si on regarde nos patients, étonnamment, nos patients ne regardent pas la dépense et le profil du patient n'est pas forcément un profil CSP+. Ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, Philippe Sterlingo, c'est que ça vient aussi du patient. C'est-à-dire que quand le patient veut être remboursé et qu'il ne l'est pas, il aiguillonne
sa mutuelle en disant attendez, là c'est pas inscrit, il faut que vous fassiez un effort. Est-ce que ça joue, ça, cette pression des patients en disant ça m'a fait du bien, ça a prévenu des problèmes, il faut que vous preniez en charge ce soin? Je crois que le mouvement originel de prise en charge de l'ostéopathie par les mutuelles, selon le terme générique, ça vient d'une demande des patients avant tout. Aujourd'hui, 25% des Français viennent nous voir chaque année, c'est énorme. Ça fait de l'ostéopathie la deuxième ou la troisième profession dans le domaine de la santé en termes d'exposition. Donc cette demande du public, évidemment, incite les assureurs à s'inscrire dans le remboursement. Qu'est-ce qui manque pour atteindre, vous dites, 2/3, on est à 65%, ça doit faire ça, 2/3. Oui. Qu'est-ce qui manque pour arriver à 100%? Certainement une véritable volonté des acteurs publics et des acteurs privés. Ça, je crois qu'aujourd'hui, il faut que les mutuelles prennent conscience que pour elles, prendre en charge l'ostéopathie, c'est quelque chose d'important. Et puis c'est une façon de faire la prévention. Enfin, c'est le sujet du jour. Mais c'est très utile. Mais oui, parce qu'on pourrait lancer des grandes campagnes avec les mutuelles pour permettre de mieux prendre en charge la prévention, inciter le public, soit les assurés en tant que tels, soit des catégories. On pourrait aussi imaginer aller dans le monde de l'entreprise pour créer des campagnes de prévention. Sans y aller uniquement parce qu'on n'arrive plus à marcher et qu'on a le genou en vrac. C'est ça, ne pas attendre. C'est vraiment tout l'enjeu aussi pour l'ostéo, parce que parfois on n'est plus manipulable d'ailleurs, pour le dire un peu abruptement. Merci Philippe Sterlingo d'être venu nous rendre visite à la tête du syndicat français des ostéopathes, SFDO, pour nous dire que c'est utile l'ostéopathie. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre numéro Smart Assure. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous pour parler, vous l'aurez compris, prévention. Je vous dis à très bientôt. Ce programme vous a été présenté par SPV Assurance. Plus de vie dans l'assurance.